Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on fait le débrief du Tour des Flandres, deuxième monument de la saison. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée, que ça soit du côté des garçons, du côté des filles. On fera le débrief de la course féminine en deuxième partie de vidéo. On va se concentrer dans un premier temps du côté des garçons. On parlera bien entendu de la domination de Tadej Pogačar. On parlera aussi de Pauline Ferrand-Prévot du côté de la course féminine. Ou encore de la stratégie d'Arkea BNB Hotel. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens et que vous laissez tenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche et cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures, parce que dès qu'une vidéo est mise en ligne, plus vous cliquez rapidement, plus elle est mise en avant par YouTube. Et du côté des vidéos cyclistes, donc la semaine prochaine, région Pays de la Loire, Tour, Pays Basque, pas de débrief au final de la classique Miguel Indurain, du Grand Prix Miguel Indurain, parce que bon déjà je suis un petit peu fatigué pour tout vous dire, et non c'est surtout, il n'y avait pas forcément de gros trous dans le calendrier. Demain, vous savez que ça me permettra de faire une journée un petit peu plus calme en sachant qu'il y a la présentation de Paris-Roubaix également qui va arriver vite, qu'il y a le Grand Prix de l'Escaut aussi que j'aimerais bien faire mercredi. Voilà, il y avait beaucoup de choses en même temps. Il y a Paris-Roubaix femmes, Paris-Roubaix masculin. Le week-end va être chargé avec le Tour du Pays Basque aussi. Donc il n'y avait pas forcément de place pour faire tout ça. Et puis j'ai toujours une vidéo en attente du Tour d'Espagne, de la présentation du parcours du Tour d'Espagne qui est en attente. Il y a toujours une vidéo sur la domination de Pogačar qui est en attente et qui arrivera peut-être en octobre de l'année prochaine. Enfin, voilà, il y a des vidéos comme ça qui sont un petit peu en attente et que j'ai pas eu le temps de faire. On commence tout de suite avec le résumé de la journée. Du côté de la course des garçons, on fera le résumé des filles dans la deuxième partie de vidéo. Du côté des garçons, eh bien, on a mis beaucoup de temps à avoir la bonne échappée du jour. Il y a eu beaucoup d'attaques avec un départ aux alentours de 10h15. Le départ réel, hein, le départ fictif, lui, était aux alentours de 10h. Et première grosse attaque, on va dire, majeure à 251 km de l'arrivée avec l'attaque de Jules Esters. On avait eu déjà sur les 20 premiers kilomètres pas mal d'attaques, de multiples attaques. Allez, à ce moment-là, il part avec un Wagner-Bazin, sauf que le Wagner-Bazin va être rattrapé. Le peloton est également un petit peu coupé en deux. Et ensuite, on va avoir la bonne échappée. Non, pardon, c'est pas Ethers en plus. C'était Vermont, voilà, qui partait au kilomètre 264. Ils sont repris au 261. J'étais pas sur la bonne feuille. Ensuite, on va avoir une chute à 245 km de l'arrivée, avec notamment Lennert Van Etvelt et Carlos Canal, avec cette magnifique blague de Steve Chenel. Lennert Van Etvelt qui va avoir une journée compliquée, changement de vélo, ça va être une découverte du Tour des Flandres difficile pour le coureur de la Lotto. À 244 km de l'arrivée, eh bien, nous avons une attaque avec Esters, donc de la Flanders Baloise, c'est pour ça que je me suis trompé, et un coureur de la Wagner-Bazin, sauf que le coureur de la Wagner-Bazin va crever. On va avoir la bonne échappée qui va partir à 232 km de l'arrivée, donc après 45 minutes d'une longue bataille à plus de 45 km/h de moyenne. Une échappée composée d'Elmar Renders de la Jayco Alula, Romelo du côté de Astana, Connor Swift, Ineos. On avait également Sean Flynn et Timo Rosen du côté de la DSM. Rory Tozent, ancien champion d'Irlande du côté de la Q36.5. Mark Waller du côté de la Tudor. Vercouilly du côté de la Flanders Baloise. Cette échappée qui va prendre assez vite 2 minutes d'avance à 220 km de l'arrivée. Écart qui va monter aux alentours de 4 minutes d'avance un peu après le cap des 75 premiers
km de course. En embuscade, pendant un long moment, on va avoir Max Walker avec Jan Renders, ces deux coureurs-là qui vont se retrouver en chasse-patate pendant au moins une trentaine, quarantaine de kilomètres avant d'être repris. Et à 141 km de l'arrivée, lors du premier passage dans le vieux Couarmont, eh bien, l'échappée a 4 minutes 10 d'avance sur le peloton qui ne roule absolument pas vite, ce qui va même provoquer du chute. La première avec De Pestel, Petit, Polite. On va voir également Van Eetvelt, je crois qu'il retombe à ce moment. Non, c'était Livins, je crois qu'il retombe à ce moment-là. Et puis à 133 km de l'arrivée, crevaison de Ghana, mais qui est gérée sans trop de problèmes du côté du coureur italien. Au même moment, problème mécanique voilà, pour Van Eetvelt. Crevaison, même roue avant du côté de Lennert. Van Eetvelt à ce moment-là, l'échappée à 130 km de l'arrivée, à 4 minutes 35 d'avance sur le peloton. Ça sera l'avance maximale. À 127 km de l'arrivée, eh bien, vous avez une première chute avec Beck-Moès et Narvaez, suivi 500 mètres après par peut-être le tournant de la course, avec la grosse chute de Mathieu Van Der Poel avec Maurice Valens. Du côté de cette chute et surtout de Ken Kolb. Là, ça aura des conséquences du côté de Paris-Roubaix. Peut-être la seule chance de la pique-nique post-NL du côté de Paris-Roubaix de Ken Kolb, qui ne repartira pas. Grosse chute du côté de Ken Kolb, du côté voilà, de ce coureur. Ce qui fait qu'à 123 km de l'arrivée, on a 3 minutes d'avance pour le coureur échappé par rapport au peloton. Ça a un peu accéléré dans la descente de Othon, tout simplement, dans ce passage-là. Et à 120 km de l'arrivée, donc après quasiment une dizaine de minutes derrière le peloton pour Van Der Poel, il revient enfin. Et il est obligé de faire quand même un gros effort pour se replacer, Van Der Poel. À 116 km de l'arrivée, nouvelle chute avec un coureur de la Uno X, c'est Ressel, plus un coureur de la Decathlon AG2R. Et puis à 116 km de l'arrivée, l'échappée à 2,31 d'avance. Voilà, sur le peloton. Et au même moment, un peu plus tard, même bien plus tard, à 105 km de l'arrivée, Sheffield qui va avoir un problème technique. Et à 105 km de l'arrivée, donc en à peine 10 km, eh bien l'échappée qui aura perdu 1 minute 15 de son... 30 secondes, pardon, de son avance. Et... à 100 km de l'arrivée, parce que j'ai oublié de le signaler, à 100 km de l'arrivée, eh bien un groupe se forme avec notamment Quinten Hermans, Ghana, Trentin, Danoulle, et on avait eu déjà un premier groupe qui s'était fermé à 108 km de l'arrivée, avec Vito Braed, Ballerini, ou encore Stephen Kung qui était sorti à 108 km de l'arrivée. Ces deux groupes vont se rejoindre à 94 km de l'arrivée et reviendront sur les échappées à 87 km de l'arrivée. Donc un groupe où on a quand même Quinten Hermans, Ghana, Trentin et surtout notre ami Stephen Kung qu'on verra également dans le final. À ce moment-là, l'échappée a une avance d'environ 1 minute sur le peloton. Romele va lâcher en premier dans l'échappée. Et Van Der Poel, lui, rechange de vélo, parce que Van Der Poel, après sa chute, avait repris le vélo de la galerie et va reprendre son vélo numéro 1. À 73 km de l'arrivée, attaque d'Alexis Renard. C'est même le seul moment où on verra un maillot de la Cofidis quasiment à l'avant de la course, mais Renard n'est absolument pas suivi dans cette tentative. Il n'y a pas d'autres coureurs qui veulent le suivre. À ce moment-là, il y avait 1 minute 20 d'avance pour les échappés. Donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. On arrive dans le deuxième passage du vieux Couarmont avec l'enchaînement avec le Paterberg. Attaque à ce moment-là de Tadej Pogačar. Et oui, Tadej Pogačar qui se réveille, mais suivi d'une deuxième attaque dans le Paterberg. Et à ce moment-là, on aura Van Der Poel, Pogačar, Pedersen, Van Aert, Jorgensen, Stuyven notamment,
qui vont s'isoler du peloton. À ce moment-là, ce groupe numéro 2 a 30 secondes de retard sur l'échappée avec Kung, Trentin, Marco Haller toujours là, qui était dans l'échappée matinale, ou encore Filippo Ganna. On arrive juste avant le Koppenberg. À ce moment-là, Powless va rejoindre le groupe Pogačar, mais va quasiment sauter dès le début du Koppenberg, où là, ils vont essayer de partir à deux, Pogačar et Van Der Poel, mais là encore, Pedersen va revenir de nouveau, puis Van Aert et Jorgensen. On revient du côté du vieux Kruisberg, ce vieux Kruisberg, de nouveau attaque de Pogačar. Dans un premier temps, Pedersen est lâché, mais là encore, Pedersen, Van Aert notamment, ou Jorgensen vont réussir à revenir une nouvelle fois après cette estocade de Pogačar qui tente des accélérations depuis le Berg Ten Houte, où il avait fait sa première accélération qui n'avait pas créé véritablement de grandes différences. Et puis Van Aert va attaquer dans le dernier passage, juste avant le premier passage du vieux Couarmont. Et puis 500 mètres, 600 mètres après, accélération de Pogačar. Première accélération, on voit que Van Der Poel est un petit peu dans les cordes. Il a déjà bagarré avec Van Aert pour prendre la roue du Slovène. Et puis on va se retrouver sur la fin de la première rampe. Il faut savoir que le vieux Couarmont, ça se divise en deux parties. Vous avez une première rampe dans la première partie. Ensuite, vous avez le plat où vous avez notamment les tentes invitées. Et puis, vous avez le final qui est de nouveau un petit peu en bosse. Et là, juste avant le replat, il va réaccélérer une deuxième fois. Et à ce moment-là, Mathieu Van Der Poel n'arrivera pas à suivre. Il craque. L'écart qui va être de 5 secondes, 10 secondes, 12 secondes au sommet du vieux Couarmont. Sauf qu'après le vieux Couarmont, vous avez un long faux plat qui vous amène dans la descente vers le Paterberg. Et à ce moment-là, c'est là où l'avance va se faire, car on ne s'entend pas extrêmement bien. Et surtout, on a besoin de récupérer dans le groupe de poursuite avec Van Aert, avec Pedersen, avec également Van Aert, Pedersen dans ce groupe là et Van Der Poel notamment, et Stuyven, j'avais oublié Stuyven, et ce groupe là a besoin de récupérer, et c'est là où l'écart va se faire. 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes au pied du Paterberg, et là Pogačar continue derrière. On n'arrive toujours pas à s'entendre, l'écart va se stabiliser, et puis en fait, jamais personne n'arrivera à revenir sur Pogačar qui s'impose, le coureur slovène. Derrière, sprint pour la deuxième place, Pedersen qui va lancer de très très loin, mais Van Der Poel n'arrivera jamais à revenir sur lui, avec un Van Aert qui va revenir à un rien de la troisième place, et Stuyven qui finira 5e du côté de cette édition du Tour des Flandres. Édition du Tour des Flandres qui a été sympa à suivre. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder, c'est vrai, parce que souvent, je disais par rapport à Paris-Roubaix, c'est vrai que des fois les 2 premières heures de course on s'ennuie un petit peu. Là, ça a quand même été très animé en début de course. Ça a roulé sur un rythme démentiel. On est à moins de 6 heures de course. On est à 5h58 de course, 45 à l'heure. C'est pas plat le Tour des Flandres. Donc à 45 à l'heure, vent de face, ça a vraiment été ultra rapide du côté de cette journée. Et puis le vent de face sur la fin de course a permis à chaque fois les retours de coureurs qui étaient un petit peu à bloc, mais qui arrivaient à revenir avec ce vent de face. Alors la course féminine a été aussi très intéressante, il faut bien le dire, mais la course des garçons était quand même très très sympa à suivre du côté de cette édition 2025. C'était un bon cru, voilà, du côté de ce Tour des Flandres, avec du beau soleil pour les coureurs, contrairement à la pluie de l'an dernier. Par contre, alors moi j'ai commencé à regarder sur Eurosport jusqu'à 13h30, à 13h40. Je suis passé sur France Télévisions. Alors sur Eurosport, bon, ça allait, c'était Guillaume Di Grazia, Steve Chenel, Jackie Durand. Donc il y avait Roxane Fournier.
qui avait du mal avec son micro. Roxane Fournier, bon, c'était habituel, hein, le niveau habituel d'Eurosport. Par contre, sur France Télé, c'était dur. Hein. Alors déjà, bon, bah, ils ont quand même oublié de rappeler qu'il y avait eu la chute de Van Der Poel. Or, quand Van Der Poel tombe, on est aux alentours de 13h15. 13h10, 13h15, donc France Télé n'était toujours pas à l'antenne. Donc c'est sympa pour les gens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas Eurosport et qui tombent à ce moment-là. Ensuite, je trouve qu'en termes d'analyse, c'était quand même très faiblard. Alors déjà d'habitude, bon, ces derniers temps, c'est quand même compliqué, mais alors là, c'était très faible niveau analyse. Je trouve que ça serait bien que du côté de France Télévisions, on commence à regarder un petit peu le cyclisme du côté des grands ponts de France Télévisions pour voir qu'en ce moment, le traitement du cyclisme sur France Télévisions s'est vraiment dégradé depuis 2 ans, je dirais, où vraiment là, ça commence à devenir très compliqué. Pour moi, c'est celui qui apporte presque les meilleures analyses, c'est Thomas Voeckler. Or, pour moi, en consultant, Thomas Voeckler n'est pas excellent. Donc c'est pour vous dire quand même qu'il y a un vrai problème. Je parle même pas de Nicolas Jay. Vous savez mon aversion envers Nicolas Jay, mais là c'est une vraie aversion. Et il y avait... Alors, pourtant je suis le spécialiste des bruits de bouche, hein, mais pour que ça me gêne, c'est que vraiment il y avait beaucoup de bruits de bouche. Je sais pas lequel des trois, entre Marion Rousse, Laurent Jalabert ou Alexandre Pasteur, mais il y avait des bruits de bouche inlassablement pendant tout le direct. C'est-à-dire, allez, voilà, là vous venez de faire une dépression. Alors j'en fais de temps en temps, hein, j'en fais même assez régulièrement des bruits de bouche. Mais là, pour que ça me gêne, c'est-à-dire que moi, c'est pas le truc qui me gêne le plus, hein, mais pour que ça me gêne, c'est vraiment, c'était perpétuellement. Alors je sais pas lequel des trois avait bouffé un cassoulet, bouffé un cassoulet en direct, vraiment. C'était un petit peu désagréable, encore plus que les tout-sautements habituels de Nicolas Jay. Je sais pas pourquoi, on a l'impression qu'il a un cancer du fumeur, Nicolas Jay. Pour tousser autant, c'est pas normal. Il y a un moment, je sais pas, il tousse régulièrement. Donc voilà, c'est très agréable de suivre la course. Alors, ça me gênerait pas, on va dire, s'il y avait de l'analyse, la profondeur d'analyse. Là, il n'y en avait pas. Donc en plus, que vous rajoutez un peu plus à chaque fois du côté de France Télévisions. Donc je trouve que c'était pas exceptionnel du tout. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, le vainqueur aujourd'hui, hein, Pogačar. Quelle course quand même encore de Pogačar. Parce que Van Der Poel, il n'a pas rendu l'âme tout de suite. Hein. Il était en forme, Van Der Poel. Très clairement, il est même en très très grande condition. Je pense qu'il a rarement été aussi fort. Van Der Poel. Pogačar, celle-là, je pense qu'il s'en souviendra plus que de sa première victoire. Plus que de sa première victoire, parce que là, il a fallu vraiment aller loin dans l'effort, et loin mentalement aussi, parce que quand tu attaques une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, que tu vois tout le temps Van Der Poel revenir, voire des fois tu as du mal à lâcher Pedersen, que tu vois Van Aert également revenir, alors que Van Aert n'était pas incroyable sur les courses précédentes, tu te dis, mais est-ce que je suis vraiment fort ? Est-ce que je suis vraiment aussi fort que ça ? Ou voilà, parce que je commence à avoir des doutes physiquement, parce que j'arrive pas à faire la différence, j'arrête pas d'accélérer, je n'arrive pas à faire la différence. Donc c'est vrai que le doute commence à s'installer, le doute habite un petit peu Pogačar, je pense, à un moment dans sa tête, en se disant, j'arrive pas à faire la différence. Alors certes, il reste Vieux Quarmont et le Paterberg, mais il devait se dire aussi qu'avec le vent de face dans les 9 derniers kilomètres, enfin les 8 derniers kilomètres et demi à partir du rond-point, qui vous emmène ensuite vers Oudenarde, il devait se dire véritablement, si j'arrive pas à faire la différence, si j'arrive pas à prendre 15-20 secondes, ensuite c'est mort, parce qu'avec le vent de face, s'ils sont 4 derrière, 5 derrière, peut-être qu'il n'avait pas les informations aussi sur où était le peloton, il devait se dire forcément on va revenir sur moi. Et dans un sprint, alors je veux bien que Van Aert se plante, mais que Van Aert, Van Der Poel, Pedersen se plante, là ça commence à être quand même une probabilité hautement impossible. Donc je pense que mentalement dans sa tête, Pogačar il a dû se dire ouf, c'est pas évident quand même dans l'affaire. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu mets un uppercut, 2 uppercuts, 3 uppercuts, 4 uppercuts, bah Van Der Poel il commence à tomber une fois à terre. Il est compté. Alors au départ il est compté jusqu'à 3, puis la deuxième fois il est compté jusqu'à 6, et puis la troisième fois bah, il n'arrive plus à revenir, tout simplement parce qu'il est KO. Il était KO Van Der Poel, KO debout aujourd'hui. Il a mis KO Van Der Poel, Pogačar. Il a explosé complet,
Pourtant, il était dans la roue, mais au bout d'un moment, il était à fond, il était à bloc, il était à 100%. Il n'arrivait plus à suivre, tout simplement. Il était à 100% de ses capacités. Et là, il y avait juste plus rien à faire. J'ai rarement vu Van Der Poel être dans cette situation-là, être dans cette difficulté-là. Alors, c'est sûr que Van Der Poel, la chute a eu d'énormes conséquences. Hein. La chute à 127-126 km de l'arrivée, parce que déjà il est tombé, on est quand même à 50-60 km/h, donc à ce niveau-là, même s'il est tombé sur d'autres coureurs, c'est quand même pas indéniable. On voit que quand il se relève, je sais pas si vous avez noté ça, mais quand il se relève, quand il se remet sur son vélo, parce qu'il y avait une caméra à ce moment-là du côté de la télévision belge, il a... alors je sais pas s'il s'est fait mal au niveau du cou, mais tu sais, il fait des... comme ça avec la tête là. Comme s'il avait soit besoin de se réveiller, soit il avait pris un petit coup sur le casque, ou s'il s'était fait une petite douleur à un endroit et qu'il avait besoin de sentir si au niveau du cou tout allait bien et besoin de réveiller peut-être des muscles à ce moment-là du côté de Van Der Poel. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est vraiment un court instant, et là je l'ai un peu accentué par rapport à ce qu'avait véritablement fait Van Der Poel, mais il y a vraiment un mouvement de, tu vois, comme ça, allez, je suis réveillé, je suis bien à fond, mais un peu un mouvement de ce type. Et du côté de Van Der Poel, la chute a eu des conséquences. Ça c'est clair et net. Il passe 10 minutes dans les motos, dans les voitures. Il a perdu de l'énergie mentale aussi parce que sur un Tour des Flandres, revenir dans les voitures quand vous êtes dans des secteurs pavés en bosse, bah, déjà sur Paris-Roubaix c'est compliqué. Mais imaginez-vous que parfois les secteurs sont encore moins larges du côté du Tour des Flandres. Et en plus, en montée, faut éviter les motos. Les mecs, en plus, s'écartaient pas des masses. Il y avait une moto de Flanders Classic de l'organisateur, à un moment qui a coincé un coureur de la Lotto. C'était compliqué. Réussir du côté de Van Der Poel à revenir et à finir quand même troisième, c'est fort. Je le mets pas dans les tops, mais c'est quand même fort de sa part et il faut le souligner. Mais Pogačar l'a concassé. Il l'a concassé. Il l'a mis KO. Il a tenté une fois de le mettre KO, deux fois de le mettre KO. Ça s'est fait, comme dirait Christophe Ajus, simplement deux. Et puis au bout de la troisième fois, bah, il est passé par-dessus la troisième corde. Et puis là, c'était simplement 3. Il y avait le décompte jusqu'à 10. Et il n'arrivait pas à se relever. Ça a été ça, voilà, du côté tout simplement de Pogačar. C'est au bout d'un moment, tu prends un uppercut, tu arrives à encaisser. Deux uppercuts, tu arrives à encaisser. Au 40e uppercut, bon, bah, au bout d'un moment, t'exploses. C'est ce qui s'est passé du côté de Van Der Poel. Et Pogačar, fort mentalement quand même. Là, aujourd'hui, ce qui m'a impressionné, c'est la force mentale. Parce que, normalement, Pogačar, il attaque une fois, deux fois, les mecs, ils explosent derrière. Il n'est pas obligé de s'y reprendre à une, deux. Ça doit être 5 ou 6 fois. Il a dû attaquer 5 ou 6 fois sur les secteurs pavés. Parce qu'il a le Ten Van Aert, Vieux Quarmont à 2 reprises, Paterberg une fois, Koppenberg, Vieux Kreuzberg, et il doit m'en manquer une. Il a dû le faire au moins 7 fois. Du côté des difficultés. Et je sais pas s'il l'a pas fait 2 fois au Kreuzberg. Il a dû le faire une fois avec Kreuzberg, une fois dans le passage vers Othon. Il a dû le faire, Pogačar. Mais il l'a fait à tellement de reprises que j'ai pas noté sur ma feuille, mais il l'a fait au moins 7 fois. Et réussir mentalement à se dire, bon, à la 7e ça passe toujours pas, mais à la 8e ça va marcher. Ouais, ou à la 7e ça va marcher, bah fort quand même du côté de Pogačar. Là, c'est vraiment ça qui m'a impressionné. On dit toujours il est fort, Pogačar il est fort. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il a une force mentale. Pogačar, et là il l'a démontré aujourd'hui qu'il avait quand même une belle force mentale. Et je pense qu'au final, le Tour de France, il y a la première victoire de Vingegaard. Donc il y a 3 ans désormais, du côté de Pogačar. Donc la première fois où il perd, cette année-là, ça lui a fait beaucoup, ça lui a beaucoup appris, je pense, cette défaite-là, mentalement. Physiquement peut-être un petit peu, mais mentalement ça lui a beaucoup appris sur l'approche de la course. Il était peut-être un peu trop, comment dire, un peu à la Franck Montagny en Formule 1. Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais on avait l'impression que des fois il n'en avait pas grand-chose à faire. Et je pense qu'il avait ce côté, on a l'impression que je bosse pas beaucoup, tu vois, je suis un peu l'élève de L.
de première aile. Non, mais je sais pas comment l'expliquer. Vous voyez un petit peu la dilettante, quoi, du côté de Pogačar. Et je pense que cette première défaite face à Vingegaard lui a beaucoup appris mentalement. Et l'a peut-être assagi déjà d'un côté, mais l'a renforcé mentalement. Lui a fait comprendre beaucoup de choses et je pense que ça lui a beaucoup servi pour aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'il y a 3 ans, si on avait eu la même course dans les mêmes configurations, je suis pas sûr qu'à un moment Pogačar se serait pas énervé ou que Pogačar n'aurait pas fait une erreur à un moment. Aurait mal attaqué, aurait tenté un truc un peu fou qu'il n'a pas fait aujourd'hui. Et je pense que c'est parce qu'il a progressé mentalement sur cette défaite d'il y a 3 ans. 3 ans ou 4 ans, je sais même plus. C'était fou. Les dates, des fois on se mélange un petit peu. Du côté des dates. Deuxième coureur top, Pedersen. Hein. Ah bah solide, solide. Déjà parce qu'il finit quand même, là j'ai fait un beau bruit de bouche. Il finit troisième Pedersen. Ah, solide, solide. Deuxième, pardon, Pedersen. Il est costaud. Cette année, il a encore progressé, Pedersen. Il a encore progressé par rapport à l'an dernier. Même si pour moi, ce qu'il a progressé en boss, il l'a perdu en sprint. Alors on verra un petit peu plus tard dans la saison. Il doit faire le Giro notamment, où il sera sprinter numéro 1. Mais par rapport à Milan, je crois que là, il y a eu une vraie différence de ce côté-là. Par contre, il a pris de la caisse. Hein. Alors déjà, il était fort. Pedersen, ça a toujours été un coureur très endurant, mais là, il a pris de la caisse. Et puis, contrairement à l'an dernier, c'est vrai que l'an dernier, il était très fort, mais il était tombé à travers la Flandre. Donc, il n'avait pas pu se montrer. Là, cette année, il a refait à travers la Flandre, mais très clairement, il ne l'a pas fait à 100% à travers la Flandre. Hein. Il en a gardé un petit peu sous la poignée. Et après, il a été performant. Alors, c'est vrai que Pedersen, ça reste en gros aujourd'hui le numéro 3 derrière Van Der Poel et Pogačar. Mais si Van Der Poel a des problèmes, si Pogačar a des problèmes, en gros, il est capable d'aller chercher ces coureurs-là. Et il a été très fort, bien épaulé également par du très grand Jasper Stuyven. Il faut le dire, hein, du côté de la Lidl, on a très très bien bossé. Jasper Stuyven a été très très efficace aussi hein, sur cette épreuve. On voit qu'il est en forme, hein, Stuyven. Je pense que l'étape des chemins blancs l'an dernier du Tour de France, où du côté de Jasper Stuyven, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait attaqué pendant très longtemps et c'était Lutsenko qui avait ramené tout le monde, ce qui avait permis à Turgis de s'imposer. Mais il y a un moment, il était parti à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée et il avait pris vraiment une belle avance pour être récupéré à 1 kilomètre de l'arrivée. Je pense que ça lui a permis de se rappeler qu'il était encore capable d'être très performant, surtout dans ce type d'épreuve. C'est un mec qui a gagné Milan-San Remo, et l'année où il gagne Milan-San Remo, il fait quand même un bel effort à 2-3 km de l'arrivée dans le final. C'est un mec qui aime quand c'est long. Comme Madouas, c'est des coureurs comme ça qui sont bons au-delà de 200, dans la 5e heure de course. À partir de la 5e heure de course, ou au bout de 4h30, ils sont bons, ces coureurs-là. Ils sont très bons. Il l'a déjà montré cette année où il avait gagné une épreuve, la Corsair classique, en costaud. Il l'a redémontré là parce que Pedersen fait 2, parce que vous avez Stuyven. Si Pedersen se retrouve seul, peut-être qu'il y a un moment, Van Aert attaque et Van Der Poel et Pedersen se regardent. Ce qui a permis à Pedersen de faire 2, c'est parce qu'il y avait Stuyven, qui a été extrêmement solide. Et si on regarde quand même la Lidl Trek, je trouve qu'en termes de collectif, ça a été quand même du très très bon. Le collectif de la Lidl Trek a été vraiment bon, même assez loin de l'arrivée, on les a vus pas mal. Moi, ce que je regrette juste du côté de la Lidl Trek, c'est quand on voit ce qu'a fait hier Thibaut Nice du côté du Grand Prix Miguel Indurain. Il a été impressionnant, hein, si vous n'avez pas vu son accélération. Pourtant, Matteo Vercher était pas mal fort. Alors vraiment, Thibaut Nice a été très efficace ce coup-là. Je me dis, putain, pourquoi il n'a pas fait les classiques flandriennes, lui? Parce qu'avec ses qualités de cyclocrossman, le Koppenberg, je pense, Thibaut Nice, ça lui fait pas peur. Et je me dis, c'est quand même dommage cette année de ne pas l'avoir mis sur ces courses-là. Parce que, voilà, je pense qu'il aurait été costaud. Et ce qui aurait permis à la Lidl Trek d'avoir une carte supplémentaire
pour cette épreuve-là, et pourquoi pas aller chercher la victoire du côté de la formation américaine. Mais c'est vrai qu'on a vu vraiment des très très bonnes choses du côté de la formation américaine. Deux coureurs dans le top 10, il n'y a que la Visma qui fait aussi bien, et c'est vrai qu'on a vu quand même des collectifs très intéressants du côté de ces deux formations. Et bien, moi j'ai bien aimé la course de la Lidl Trek collectivement, et Mats Pedersen qui montre que c'est le troisième homme tout simplement cette année sur les classiques, et que quand il est pour le moment, ça sera peut-être pas le cas à Paris-Roubaix, on va y revenir en parlant du troisième coureur top, mais qui a montré qu'il était très efficace. Troisième coureur top, Van Aert. Déjà, il faut saluer quand même déjà la clairvoyance qu'il avait eue mercredi à travers la Flandre dans ses interviews d'après-course. On en avait déjà parlé, mais voilà, de souligner qu'il avait fait une erreur, parce que plus d'un coureur ne l'aurait pas souligné. Il s'est fait quand même défoncer par la presse flamande. Genre le monde local l'a défoncé, parce que nous en France, quand un mec fait une erreur en cyclisme, bon, s'il arrive déjà à faire la une de l'équipe, c'est pas mal. En Flamandie, chez les Flamands plutôt, tu te fais défoncer même par Le Monde, Le Figaro local, quoi. Donc vraiment, il a fini en une, avec je crois un journal qui a marqué "c'est une honte". Voilà, donc sympa pour ta préparation du Tour des Flandres. Il savait qu'il était attendu. Van Aert, il savait qu'il était attendu aujourd'hui. Il était attendu au tournant. Ça aurait pu le faire vriller dans sa manière de courir. Alors, il aurait pu à un moment attaquer à 120 bornes de l'arrivée, anticiper comme un foufou, attaquer au premier passage du Vieux Quarmont, parce que il aurait eu du mal à avoir la clairvoyance, à avoir de la lucidité, parce qu'encore une fois, la semaine a été difficile. Et puis, non, il a été juste dans sa manière de courir, très bon, et en plus, plutôt en forme. Et ça, c'est intéressant pour Paris-Roubaix. Il y aura encore une semaine de plus après son stage en altitude. C'est peut-être là où on va voir vraiment les effets de ce stage en altitude. En sachant qu'en plus à Roubaix, Jorgensen, c'est moins 5 âmes du côté de Roubaix. Je ne sais même pas s'il va faire Roubaix, Jorgensen. Matteo. Ah oui, il a fini loin, ça, Jorgensen. Je vais vérifier ça, mais je pense qu'il fera pas Paris-Roubaix. Je serais surpris qu'il fasse Roubaix. Ouais, non, il fera pas Paris-Roubaix, il fera le Dauphiné. Je pense qu'il fera pas Roubaix. Mais ça veut dire que là, il sera leader unique, Van Aert. Il y aura bien Benoît, bien entendu. Laporte, pour le moment, on nous dit qu'il ne reviendrait pas, mais on ne sait jamais. Du côté de Christophe Laporte, après, revenir sur Paris-Roubaix, c'est quand même compliqué. Mais Van Aert va avoir une équipe à son service. Va être moins surveillé quand même que d'autres. Il va être moins surveillé que Van Der Poel. Il fait moins peur qu'il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, Van Aert. Aujourd'hui, ça va lui laisser de la place. Moi, je me méfierais d'un Van Aert vainqueur de Roubaix. Je vous le dis, grosse cote, quand même, ça reste une grosse cote. Mais un Van Aert sur le podium à Roubaix, je ne serais pas surpris. Je pense qu'on va avoir une édition de Roubaix où on a rarement eu, ces dernières années, autant de coureurs à un niveau assez proche les uns des autres. Avec une semaine de prépa en plus dans les jambes et de récupération de son stage en altitude, il monte en puissance, Van Aert. Pogačar, il connaît pas Roubaix. Alors même si c'est Pogačar, il n'a jamais fait 55 km de pavé. 20, il sait. 20, 25 km de pavé, il sait faire. 55, c'est autre chose. Surtout en 150 km de course. C'est plat, Roubaix. C'est-à-dire ses qualités de puissance vont moins bien s'exprimer. Alors oui, il y a la trouée d'Arenberg, il y a le faux plat de Carrefour de l'Arbre, mais c'est 3-4%. À côté du Vieux Quarmont, c'est rien. Donc ça va pas être si facile que ça du côté de Pogačar. Van Aert, il connaît. Il était pas loin de faire 2. Derrière Van Der Poel, l'année où il a sa crevaison. Il peut faire 2 cette année-là. Il connaît le terrain. Il se prépare quand même pour ça. Il a la niaque. Les jambes sont de plus en plus bonnes. Une équipe assez solide autour de lui. Peut-être un Matthew Brennan, par exemple.
à la place de Jorgensen. C'est peut-être ça, la belle cote. Et Mathieu Brennan, il a fait le Grand Prix de Denain. Pour ceux qui se rappellent. Ça peut nous donner quelque chose de très intéressant pour Van Aert. Moi, alors, j'ai pas encore donné mes favoris pour Paris-Roubaix, mais bon, miser sur un Van Aert, pour ceux qui font des Fantasy League, je ne le fais pas. Mais si vous voulez prendre un risque, miser sur une victoire de Van Aert, ça peut être un risque intéressant. Et moi, je le trouve vraiment qu'il monte en puissance. C'est souvent intéressant quand monter en puissance. Alors après, il ne faut pas qu'il y ait de problèmes techniques, il ne faut pas tomber, il ne faut pas qu'il y ait de crevaison, il ne faut pas qu'on ait de soucis de matériel. Mais quand même, là, je l'ai trouvé très bon aujourd'hui Van Aert. Et avec une équipe très efficace autour de lui. Et notamment dans la dernière heure de course, je l'ai trouvé très efficace. Et plus on avançait dans la course, plus il arrivait à suivre Van Aert. C'est ça qui était intéressant du côté du coureur belge. On finit avec 2 coureurs. On commence avec Stefan Kung. Bien tenté d'avoir anticipé du côté de Stefan Kung. Il sait que il est plutôt parmi les outsiders. Fallait tenter. Alors, bon, il finit 7ème derrière Tige Benoît qui lui a fait quand même le sprint. Et Stefan Kung au sprint, bon, à part battre Neviadoma, il ne peut pas battre grand monde dans ce secteur-là. Mais il finit quand même devant Ghana avec cette attaque. Pour moi, Paris-Roubaix lui convient plus que le Tour des Flandres. Son gabarit quand même sur le Tour des Flandres, un peu plus massif que d'autres coureurs, c'est pas forcément évident. Il a moins de punch en plus qu'un Van Der Poel pour passer vraiment en puissance ou avec le punch. Mais je trouve qu'il a été vraiment pas mauvais. Et je trouve que cette idée d'anticiper, on sait qu'au Tour des Flandres désormais, quand on anticipe dans cette fameuse période de transition entre 100 km de l'arrivée et à peu près 65 km de l'arrivée, on sait qu'il y a une période assez calme à ce moment-là, où il n'y a que le Berg ten Houte et pas grand-chose derrière. Là, on a vu et le Molenberg, en gros, dans cette période-là, c'est efficace. Bon, après, derrière, ça a bien roulé, ça lui a pas laissé beaucoup d'avance, mais ce petit coup d'avance qu'il a eu, notamment au Koppenberg, s'il n'a pas ce coup d'avance-là au Koppenberg, peut-être qu'il finit 30e aujourd'hui, et c'est pas le même résultat, et la campagne des classiques est un petit peu différent. Surtout qu'en plus, du côté de la Groupama, en gros, tu avais 2 cartes, tu avais Madouas ou lui. On a laissé Madouas derrière, on tente avec Stefan Kung. Je dirais qu'on a plutôt bien joué du côté de la Groupama FDJ, en sachant qu'aujourd'hui, avec Marc Madiot dans la voiture, c'est rare quand Marc Madiot est dans la voiture. Ça veut dire quand même que le début de saison qui n'a pas été fantastique, confère à ma vidéo sur le maintien, l'épisode 2, on voit que la saison est pas parfaite du tout du côté de la Groupama FDJ. Ça a mis un peu la pression sur les équipes, peut-être que les sponsors mettent un peu la pression sur les équipes, parce que vous avez des sponsors qui regardent les résultats sportifs, peut-être que Marc Madiot, il a dit, tiens, je vais mettre un peu la pression sur mes coureurs, parce que c'est rare quand même quand il est dans la voiture, ça me rappelle Jean-René Bernaudot, qui l'avait fait à une époque du côté de Total Energy, de revenir dans la voiture quand c'était pas tip-top du côté de l'équipe française. Et puis Marco Haller, alors oui, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout du côté de Marco Haller, le coureur de la Tudor, mais belle résistance quand même de ce coureur sur un terrain qui n'est pas forcément le plus efficace, une échappée qui a duré très longtemps. On peut encore souligner la belle performance de Trentin, 22e, toujours dans les bons coups cette année Trentin, dans tous les petits coups d'anticipation, les petits coups, il faut prendre un petit temps d'avance, sur plein de courses on l'a vu, il est toujours bien positionné, bien placé Trentin, toujours dans les bons coups, dans les petits coups fourrés. Ça, c'est assez intéressant. Et puis la Tudor qui a été très active, qu'on a beaucoup vu, notamment à un moment dans la course avec Trentin. Donc bravo du côté de sa formation qui a été visible. Alors oui, on va dire qu'on ne marque que 75 points du côté de cette formation, mais un Marco Haller qui arrive quand même à marquer 15 points UCI, qui a été plutôt pas mauvais, 45e aujourd'hui, et qui a montré une belle résistance dans le final. Donc moi j'ai bien aimé la course de Marco Haller. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Avant de commencer du côté des bonnets d'âne, je viens de voir une information qui pourrait quand même nous donner une explication sur le fait que Van Der Poel est lâché, en plus de sa chute et du retour dans le peloton qui a été compliqué. Il a été malade après le Grand Prix E3, il a dit j'ai dû prendre des antibiotiques pendant 3-4 jours.
et ce qui fait que j'avais pas forcément les meilleures sensations aujourd'hui, donc il espère être mieux du côté de Roubaix. Mais on n'aurait peut-être pas un Van Der Poel à 100% à cause de cette petite maladie qu'il a eue donc, après le Grand Prix E3 qui était il n'y a même pas 10 jours. Hein, donc c'est vrai que ça peut expliquer également peut-être physiquement un Van Der Poel un petit peu moins bien. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Jorgensen. Je pense qu'il est, il était en fin de cycle, Jorgensen. C'est compliqué quand on a des objectifs aussi différents que d'être performant sur les courses par étapes et notamment d'être un bon équipier sur le prochain Tour de France autour de Vingegaard et à la fois être performant sur des classiques flandriennes. C'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir, des coureurs qui, comme ça, étaient polyvalents sur autant de styles de course très opposés quand même, hein, entre un Paris-Nice et un Paris-Nice en plus actuel, parce que le Paris-Nice il y a 15 ans, on pouvait encore être efficace sur les Flandriennes et être efficace sur un Paris-Nice il y a 15 ans, mais entre le Paris-Nice actuel avec des arrivées au sommet assez importantes et un Tour des Flandres, c'est quand même très différent. Et on voit que c'est aussi compliqué de programmer les saisons pour des coureurs comme Jorgensen qui va être présent sur plusieurs styles de courses différents parce que Paris-Nice c'était début mars, que ça fait quasiment un mois et demi. En fait, bon, un gros mois, un petit mois et demi ou un gros mois, ça dépend comment on voit. Mais en gros, ça fait quand même 30-35 jours qu'il est très performant, Jorgensen. Et là, on a vraiment l'impression d'être sur une fin de cycle. C'était peut-être la course de trop, au final, ce Tour des Flandres, du côté de Jorgensen, qui aurait peut-être dû se transformer un peu plus en équipier pour Van Aert. On a joué les deux cartes. Hein. Alors, c'est vrai qu'à travers les Flandres, a fait mal. Donc on a bien senti que Van Aert n'était pas la seule carte du côté de la Visma. Hein. On jouait également Tige Benoot, on jouait les trois. Mais Jorgensen, on a compris assez vite qu'il n'avait pas des très grandes jambes. Il n'arrivait pas à faire la différence, très clairement, et il n'était pas au top. Et je pense qu'on aurait dû le transformer en équipier peut-être un petit peu avant, ce qui n'a pas vraiment été le cas du côté de Matteo Jorgensen. Et on a senti qu'il était vraiment à bloc. Surtout à partir de 35-30 km de l'arrivée, juste avant qu'il explose, il est déjà en difficulté à ce moment-là. Il a du mal, notamment à un moment, à suivre la roue de Van Aert. Ça a été compliqué, du côté de Jorgensen aujourd'hui, qui n'était pas dans le bon timing. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu anticiper pour lui? Alors on a mis Tige Benoot à la place, mais est-ce que c'est pas plutôt lui qui aurait dû être dans le groupe à l'avant, à la place de Tige Benoot notamment? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est vrai que du côté de Matteo Jorgensen, ça a été compliqué. On sent que c'est une fin de cycle. Normalement, donc, il ne doit pas faire Paris-Roubaix. Ça va peut-être lui faire du bien de prendre un petit peu de repos. Je ne sais pas s'il fera les classiques ardennaises, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un intérêt plus que ça. Alors, peut-être sur l'Amstel, mais je me dis sur la Flèche Wallonne, peut-être pas. Donc après, si c'est pour l'emmener que sur l'Amstel, il faut peut-être mieux le laisser au repos. Peut-être mieux utiliser un Ben Tulette qui a l'air d'être plutôt en grande forme du côté de la Visma Leasebike. Et puis revoir Jorgensen plus tard dans l'année, notamment au moment du Dauphiné, au moment du Tour de France, quitte à faire pourquoi pas un doublé Tour de France Vuelta du côté de Matteo Jorgensen. Mais là, on sent qu'il est quand même sur les rotules un petit peu le coureur américain. C'est déjà la sensation que j'avais eue à travers la Flandre, qu'il était déjà pas au top. Bon, ça s'est un peu confirmé aujourd'hui en passant du côté des Américains. Je ne l'avais pas mis parmi mes favoris. J'avais dit que ça serait peut-être dur d'encaisser la victoire d'à travers la Flandre. Mais c'est vrai que Nelson Poles a eu du mal quand même physiquement. C'était aussi un niveau au-dessus par rapport à travers la Flandre en termes de position. Et là, ça a été un petit peu plus compliqué pour Nelson Poles, même s'il n'a pas été à la rue complet. Deuxième flop, c'est une équipe, c'est la Lotto. Ouais, je m'attendais un petit peu mieux du côté de la Lotto. Je me disais, le fait qu'il n'y ait pas Arnaud Delis, ça va peut-être permettre d'avoir des velléités offensives du côté de cette formation. Mais cette formation a été touchée par les chutes et les problèmes techniques, hein, notamment Van den Velde qui les a un peu enchaînés aujourd'hui. C'est vrai que sa découverte du Tour des Flandres a été difficile du côté d'Enert Van den Velde. Après, je ne sais pas s'il aurait pu être performant Van den Velde parce que c'est quand même, parmi les coureurs belges, il me fait beaucoup penser à Van den Broek.
Vous vous souvenez, le grimpeur de la Lotto, qui était déjà du côté de la Lotto, c'est-à-dire qu'il est mauvais dans les bordures, il est mauvais aussi dans le placement, ce qui est assez rare du côté des coureurs belges, et il est mauvais dans les bordures. Bon, or, c'est des qualités qu'il faut avoir hein, pour être performant sur des classiques comme le Tour des Flandres. Et ça a été compliqué pour Van den Velt, mais ça a été aussi compliqué pour Arjen Levins, pour Beck Moes, qui est tombé notamment à 127 km de l'arrivée, juste avant la chute Van der Poel. Ça a été compliqué. C'est vrai que Tony Galopin a perdu ses cartes très vite, le manager, le directeur sportif de la Lotto. Et ensuite, ça a été un peu compliqué, je pense, pour remobiliser les troupes. Premier coureur de la Lotto aujourd'hui, que je retrouve ça. Il est assez loin, le premier coureur de la Lotto. Il est au-delà du top 20. Il est 32e, c'est Alex Segart, qui pourtant a eu aussi des problèmes. Alex Segart, je crois qu'il est tombé aussi devant Van der Moer. Levins, Beck Moes, eux ont abandonné comme Van den Velt. On espère que du côté de Levins et Beck Moes, c'est pas trop grave hein, leur abandon, parce que dans une semaine, il y a Paris-Roubaix. Autant vous dire que s'ils sont pas sur Paris-Roubaix, il y aura que Alex Segart. Alors c'est vrai qu'Alex Segart sur Roubaix, il faudra s'en méfier, parce qu'il a le gabarit pour Roubaix, beaucoup plus que pour le Tour des Flandres. Mais ça risque quand même d'être un petit peu compliqué pour faire un top résultat, ce qui fait que cette formation n'a chopé que 30 points. Alors, il y a des équipes qui ont fait pire, hein. Arkea, c'est que 5 points, Picnic, c'est 0 points, Israël a marqué 30 points, c'est quand même pas super. Heureusement, encore une fois, que du côté de la Lotto, on avait sécurisé les choses du côté de la montée en World Tour pour l'an prochain. Et encore une belle, en parlant des points UCI, parce que Renaud Brimban sur Twitter a fait les comptes. Astana 485 points, Q36 136, Uno X 105, Tudor 75, Cofidis 65, Israël et Lotto 30 points, Arkea 5 petits points, Picnic 0 points avec l'abandon de Degenkolb, qui en gros était la seule carte du côté de la Picnic. C'est parce que Timo Rosen et prendre l'échappée, c'était les deux seules solutions, sauf que les coureurs dans l'échappée, ils ont explosé assez vite du côté de la Picnic post-Nenel. De toute manière, quand on prend un Enzo Lenze, c'est qu'on n'a pas grand chose en stock, on va dire, du côté des points UCI. Mais oui, dommage du côté de la Lotto, et c'est vrai que la découverte a été compliquée. Blackmore aussi fait 40e aujourd'hui, parmi les jeunes coureurs un peu surprenants. Et Paré-Peintre fait 16e hein, pour une première. J'avais pas regardé le classement de Paré-Peintre. C'est le premier coureur de Décathlon G2R aujourd'hui, Paré-Peintre. Aurélien Paré-Peintre, qui faisait donc sa découverte des classiques flandriennes. Eh bien, belle découverte, 16e Paré-Peintre sur cette course. Ça s'est bien passé pour lui, dis donc. Devant Bissegger, dis donc. Il finit dans le premier groupe et devant donc de Pestel et Driss de Bond. Donc bravo Aurélien Paré-Peintre, désormais devenu un bon Flandrien du côté de ces épreuves-là. On verra s'il fera le Paris-Roubaix. Peut-être pas tout de suite encore du côté de Paré-Peintre, Paris-Roubaix. Hein. Faudra peut-être encore en attendre un petit peu. Mais à 29 ans, c'était son premier Tour des Flandres. Eh bien, ça s'est bien déroulé pour lui. Allez, on poursuit du côté des flops du jour. Sheffield. Je m'attendais à mieux hein, du côté du coureur d'Ineos. C'est vrai, Magnus Sheffield. J'ai été un peu déçu de sa course. Alors, il a eu un problème mécanique, pas au meilleur endroit. Je crois que c'était avant le Molenberg. C'était au niveau du Molenberg. Je crois que c'était avant le Molenberg où il a eu un problème technique. Donc forcément, il est remonté un petit peu de l'arrière. Et au Molenberg, vous savez, avec l'entrée avec le petit pont, c'était loin d'être idéal du côté de Sheffield. Mais il fait 20e. Troisième Ineos, deuxième Ineos, parce que je crois que Ghana finit 8 et Swift a dû finir un petit peu plus loin, qui était dans l'échappée, donc il finit deuxième Ineos. Mais c'est vrai que je me disais, il aurait peut-être pu faire un peu mieux Sheffield. À un moment, il a tenté dans le final de ressortir dans un petit groupe de 3 coureurs. Ça n'a pas vraiment été efficace. Je crois qu'il y avait Houlgard notamment qui était dans le coup du côté de la Uno X. Mais voilà, Sheffield un petit peu décevant aujourd'hui. Je misais quand même pas mal dessus parce que j'avais bien aimé son Paris-Roubaix. Alors certes, il avait déjà eu un petit peu de mal à travers la Flandre, mais c'était sa course de reprise sur les pavés. Donc parfois la remise en route peut être un petit peu compliquée. Donc je me disais avec une course de plus dans les jambes, ça pouvait bien le faire. Voilà, je m'attendais un petit peu mieux. Là, il fait 20e. Alors oui, il est dans le peloton
Filippo Ganna, hein, qui est dans le peloton, qui se bat pour la 8e place. Mais je trouve qu'il n'a pas vraiment été acteur de la course. Il n'est pas en mesure de suivre les meilleurs. Donc là, une petite déception pour moi du côté de Sheffield. Et puis on finit avec Arkea. Alors j'ai bien aimé quand même la réaction de Pogačar qui a dit bon, ça c'est du passé, en gros on va pas faire une polémique pendant 10 plombes. J'ai bien aimé cette attitude là, parce que c'est vrai que le journaliste qui lui pose cette question là, je suis pas sûr que c'est le truc à retenir de la course de Pogačar aujourd'hui, le fake bear, que se soit engueulé avec les mecs de Arkea et qu'il y a eu cette attaque là à 120 km de l'arrivée, c'est pas le truc marquant de la course de Pogačar. Par contre, c'est de la chose marquante du côté de la course d'Arkea. En même temps, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent du côté d'Arkea. Bah, ça m'a totalement rappelé il y a 2 ans ce qu'avait fait la DSM, qui à l'époque s'appelait déjà la DSM, je ne sais plus. Oui, oui, à l'époque ça s'appelait la DSM, ça s'appelait pas la Picnic Post-NL, qui, vous vous souvenez, avait tenté de faire barrage lors du premier passage au mur de Grammont. Alors quand on fait ces techniques qui sont limite, si au moins ça pouvait être pour un top 5, ça serait quand même pas mal. Sauf que quand on a véritablement personne dans l'équipe pour faire un top 5, votre seule carte c'était, enfin, Mozzato démarre. Mozzato l'an dernier il fait top 5, mais c'est un peu un miracle quand même, hein, qu'il fasse top 5 l'an dernier. Mozzato, c'est parce qu'il y a un gros peloton qui revient de l'arrière. Démarre. Bon, on sait très bien que c'est plus Roubaix qui lui convient que le Tour des Flandres, et on sait que les classiques pavés, c'est pas forcément là où il est le plus efficace. Tu fais pas ce genre de stratégie où tu vas t'engueuler avec tout le monde. Ça n'a aucun intérêt. Ce genre de stratégie-là, qui sont absolument pas fair-play, tu dois les faire, mais seulement pour la gagne. Seulement pour la gagne. Voilà. Pas pour faire 50e aujourd'hui. Et ça m'a totalement rappelé il y a 2 ans, et ce que j'avais dit il y a 2 ans, hein, déjà sur le Tour des Flandres avec la DSM, où j'avais dit putain c'est complètement stupide qu'ils ont fait. En plus je crois ce coup-là de Genkolb avait fini aussi 47 ou 50 dans ces eaux-là, et j'avais dit pour faire ce résultat-là, c'est vrai que ça avait véritablement énormément d'intérêt. Donc du côté d'Arkea, on voit bien qu'on est quand même, du côté d'Arkea, que cette équipe-là fasse ce genre de stratégie un petit peu à la con, d'attaquer quand même au moment d'une pause pipi, c'est qu'on voit qu'on est un petit peu dans une situation de stress total au niveau des points UCI, ce qui peut se comprendre, et qu'on est quand même dans une situation où la confiance n'est absolument pas là, et on tente le tout pour le tout, et on sait que même en tentant le tout pour le tout, ça va être compliqué, et qu'on sait qu'on n'a pas les ressources en termes d'effectifs pour récupérer les points UCI, donc on tente des stratégies absolument alambiquées. Donc je pense que chez Arkea, on a déjà compris que rester en World Tour, ça risque d'être un petit peu compliqué, voire d'être impossible. Mais c'est pas avec ce genre de stratégie qu'on va faire une bonne image de marque, une bonne image d'équipe pour avoir un nouveau sponsor. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que du côté de l'équipe d'Emmanuel Hubert était également dans la voiture en passant. Comment vous dire, on n'a pas de sponsor hein, pour l'an prochain. Arkea, je pense, ne repart pas. Arkea va peut-être mettre plus d'argent dans la voile, notamment, et c'est pas avec ce genre de stratégie là qu'on va s'attirer les faveurs de nouveaux sponsors. Je m'en étouffe même du côté de cette stratégie. Allez, on regarde tout de suite la course des dames. On passe à la course des dames, qui ne partait pas à 15h20, hein, comme l'a dit à plusieurs reprises Alexandre Pasteur. Je sais bien que dans le cyclisme féminin, les courses sont courtes, mais il y avait quand même 70 km au programme, donc autant vous dire, avec un départ à 15h20, ça aurait été compliqué d'arriver à 17h40-45. C'est pour Alexandre Pasteur. Le direct de France Télé a démarré à 15h20, pas le départ de la course. Ça fait partie des multiples erreurs qu'il y a eu dans la journée du côté d'Alexandre Pasteur, et pourtant je les ai pas toutes notées. Autant vous dire que je sens que dans une semaine, avec Paris-Roubaix masculin, je vais encore en prendre plein les oreilles. Je sens que ça va être encore un festival. Échappée qui est parti à 164 km de l'arrivée, échappée de 7 concurrentes avec à l'intérieur quand même Zbaiganga, Brause, avec un magnifique S7 qui est utilisé de moins en moins dans l'alphabet allemand, Romy Casper, Alison Awan, De Grave je crois, hein, j'ai mal écrit, Stacey
Et O'Brien, échappé de cette concurrente, qui va prendre à peu près 7 minutes d'avance en écart max. Une course qui va être marquée par les chutes dès le début de journée. Une chute quasiment dès le départ à 169 km de l'arrivée. Une deuxième chute à 160 km de l'arrivée. Avec notamment Pug Peters et Simone Boilard qui va devoir abandonner après même pas 10 km de course du côté de la Canadienne de la Uno X. L'échappée qui n'a pu que 5 minutes 30 à peu près 100 km de l'arrivée. Et là encore une chute qui va être un peu le tournant de la course à 96 km de l'arrivée. Chute avec notamment Vibus, avec Noémie Ruig et surtout Elisa Longo-Borghini. Elisa Longo-Borghini qui sera obligée d'abandonner. On arrive à 53 km de l'arrivée, là où le direct de France Télé est arrivé sur la télévision. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais sur mon téléphone avec Pro Cycling Stats. Donc à ce moment-là, l'échappée n'a plus que 2 minutes d'avance. Une échappée qui explose complètement à ce moment-là. On est, je crois, dans le Heikenberg. Parce que le parcours féminin était différent du parcours masculin. Avec voilà, une échappée qui va exploser complètement. Une seule fille en tête qui va être reprise à un peu plus de 30 km de l'arrivée. Et on se retrouva à avoir un peloton encore assez important du côté du Koppenberg, parce que contrairement à la course masculine où avant le Koppenberg, vous avez le deuxième passage dans le vieux Quarmont et le premier passage dans le Paterberg, là on arrive dans le Koppenberg avec assez peu de difficultés auparavant, et surtout on n'arrive pas au niveau de l'intersection, on arrive en ligne droite. Donc on arrive avec un peloton beaucoup plus fourni, ce qui je trouve est beaucoup plus dangereux que du côté des garçons. Ça serait bien même du côté du Tour des Flandres féminin que dans les années à venir, soit on déplace la course le samedi pour pouvoir durcir le parcours, mais je trouve le parcours pas suffisamment dur par rapport aux garçons. Sinon, pourquoi pas utiliser le Bolsberg, utiliser Grammont, qui sont des côtes qui ne sont pas utilisées par les garçons en début de course, pour durcir vraiment ce début de course qui est quand même assez fade, il faut bien le dire. Donc on va avoir également une chute, une deuxième chute de Noémie Ruig à peu près 35 km de l'arrivée. Et puis Pauline Ferrand-Prévot qui va tomber également avec Élise Chabet du côté de la Groupama FDJ qui va mettre 3-4 km à rentrer. Pauline Ferrand-Prévot, ça va être un petit peu plus long pour Élise Chabet. On arrive dans le vieux Quarmont où là, eh bien, c'est Pauline Ferrand-Prévot qui va faire l'accélération. Une accélération qui n'est pas extrêmement puissante, mais qui va permettre de faire une cassure. On va partir à 4 concurrentes à ce moment-là, avec Lotte Kopecky, Liane Lippert et un Nevia Doma. Nevia Doma qui va s'accrocher. Ça va être le bon coup pour le final. Derrière, on n'arrivera pas à suivre ces 4 filles. On arrive dans le Paterberg. Dans le Paterberg, c'est un petit peu plus compliqué pour Pauline Ferrand-Prévot qui s'accroche, mais on sent qu'elle met beaucoup d'énergie. Et à ce moment-là, on se dit, Lotte Kopecky est la plus forte, ça va être quand même dur de la battre au sprint, sauf qu'à ce moment-là, Lotte Kopecky n'a absolument pas confiance en elle. On l'avait déjà vu dans la section entre le vieux Quarmont et le Paterberg, où elle regarde à de nombreuses reprises derrière elle, notamment pour permettre, pourquoi pas, le retour d'Anna van der Breggen, qui était dans le deuxième peloton. Mais on se dit quand même, c'était assez surprenant le manque de confiance qu'avait Kopecky, pourtant championne du monde avec un énorme palmarès, même si le début de saison avait peut-être pas forcément été fantastique. En gros, à part sur à travers les Flandres où elle est un peu passée à travers, et je pense que c'était plus une erreur stratégique de la SD Works que véritablement une erreur de sa part, on peut se dire que c'était quand même assez bizarre ce manque de confiance dans ses sensations. Et ensuite, donc on va très bien collaborer entre les 4 femmes pendant le passage jusqu'à l'arrivée. Et puis à partir de 1,5 km, on va commencer à se regarder légèrement. À 800 mètres, vers 700 mètres plutôt de l'arrivée, Nevia Doma, qui était en dernière position du groupe, qui est quand même la fille avec le moins de punch et de vitesse, a tenté de surprendre tout le monde. Sauf que ça n'a pas surpris grand monde, hein. Lotte Kopecky a été dans la roue. Lotte Kopecky qui va lancer son sprint, et même si elle lance en étant en première position, que ça soit Pauline Ferrand-Prévot ou Liane Lippert, on n'a absolument rien pu faire
pour aller contrecarrer les plans de la Belge, de la championne du monde, qui s'impose comme le champion du monde homme du côté de Lotte Kopecky devant Pauline Ferrand-Prévot et une très forte Liane Lippert aujourd'hui. Donc voilà, c'était trop compliqué pour aller battre Lotte Kopecky aujourd'hui. Donc voilà, c'était quand même du très très solide du côté de cette édition féminine. De toute manière, quand on regarde quand même le top 10 de la course, et même si on prend la 11e et la 12e place, on se dit qu'on a quand même un beau palmarès parce qu'il y a peu de surprises quand même dans ce classement. Je dirais presque la plus inconnue, c'est Borghesi du côté de l'AEF, mais qui est quand même une fille qui est performante sur ce type de course avec Kim Lecourt, mais qui fait quand même une belle saison. Mais c'est presque les deux palmarès les moins importants quand on regarde même le top 15. En gros, vous regardez le top 15, oui, c'est vrai que Borghesi est presque l'anomalie de ce top 15 parce qu'on a du Reusser, du Van der Breggen, du Bredewald, du Paternoster, Noémie Rubeg, Chabet. Enfin, on a quand même des très très beaux noms et une belle deuxième place du côté de Pauline Ferrand-Prévot. Allez, on regarde tout de suite le débrief avec le classement de la course et donc cette victoire de Lotte Kopecky. Ouais, c'est assez surprenant quand même, Lotte Kopecky, le manque de confiance qu'elle avait, je trouve, la Belge. Alors voilà, encore une fois, ses résultats n'étaient pas dégueulasses. À Gand, bon, elle fait 55e, mais Gand, c'est toujours particulier du côté des filles. C'est une course qui est presque aussi difficile que le Tour des Flandres au final du côté des filles, Gand. Parce qu'on a vraiment le même final et la course est très compliquée du côté des filles, du côté de Gand-Wevelgem. Mais c'est vrai que Milan-San Remo fait le travail pour Vibus, encore une fois. À travers la Flandre, bon, pour moi, c'est plus une erreur stratégique qu'une panne de jambes. C'est vrai qu'ils font aussi le job pour Vibus à Gand et elles temporisent bien le rythme du peloton, même du côté de Gand. Et oui, elle était plutôt bien à Gand. Parce qu'elle accélère à plusieurs reprises à Gand dans les secteurs pavés. C'est juste qu'on a fait le travail pour Lorena Vibus. Et là, pour moi, elle était plutôt en grande forme, en forme correcte du côté de Lotte Kopecky. Mais c'est vrai qu'elle était en gros manque de confiance. Quand on marque 630 points en 4 courses UCI, autant vous dire qu'on fait quand même un très très bon début de saison pour quelqu'un en plus qui a repris très tardivement. Physiquement, je trouve que les jambes étaient plutôt bonnes. 3e Tour des Flandres, quand même. 3e Tour des Flandres. 51e victoire en carrière. Alors oui, comparé à Marianne Vos, c'est pas beaucoup. Mais je rappelle que Demi Vollering, quand vous regardez sa carrière, je ne sais pas si vous la voyez bien là, sa carrière, peut-être me mettre comme ça, elle est passée quand même dans des équipes en début de carrière qui n'étaient pas des top formations. Et pendant très longtemps, elle faisait de la piste aussi, Lotte Kopecky, elle faisait beaucoup de pistes. Elle en fait un peu moins aujourd'hui, mais c'est vrai que l'Auto Soudal, c'était pas la meilleure structure du monde. Top Sport Flanderen non plus. Chez les filles, il a fallu quand même attendre son arrivée chez Liv Racing et ensuite à la SD Works surtout pour qu'elle prenne de l'ampleur et qu'elle ait des top résultats. Pendant très longtemps, elle n'a pas eu forcément des très très grands résultats et c'est vrai qu'à 29 ans aujourd'hui, bon, même quand elle avait 28 ou 27, sur ces courses-là d'un jour, c'est l'une des meilleures filles, enfin c'est la meilleure pour moi sur les courses d'un jour. Sur les courses de grand tour, je me dis qu'elle a le potentiel pour être l'une des meilleures aussi. On verra sur le prochain Tour de France, parce qu'on sait que ça sera un objectif du côté de Kopecky, vu ce qu'elle avait déjà démontré sur d'autres grandes épreuves de ce type. Il faudra s'en méfier du côté de la Belge, mais oui, ça reste un très très beau palmarès aujourd'hui. Et 3 Tours des Flandres quand même en 3 ans, en 4 ans. Voilà, elle a juste raté 2024. Et 2024, elle était tombée sur une grande Elisa Longo Borghini et elle doit faire 2. Elle fait 5, pardon, elle fait 5. Mais elle était tombée sur une Longo Borghini qui était quand même à un niveau... et puis elle avait gagné par Roubaix quand même dans la foulée. Donc quand même très solide. Pauline, quand tu vois qu'elle est encore tombée, comme quoi les chutes lui réussissent pas mal, parce que Austrade elle était tombée, elle fait 3, là elle fait 2.
Après Roubaix, il faut qu'elle tombe à un moment, hein. Peut-être que ça lui apportera la victoire. Mais quand tu vois qu'elle tombe, en plus c'est une chute vraiment... Alors la chute au Stradé, bon, tu sens qu'elle est un peu en survitesse, mais là c'est la chute con. Elle prend un peu trop à l'intérieur, ce qui fait qu'elle perd l'avant, mais parce qu'elle met un peu trop d'angle dans le guidon, quoi, tout simplement, Pauline Ferrand-Prévot. Mais c'est vraiment la chute un peu bête. Tu te dis, qu'est-ce que ça aurait été sans la chute? Par contre, en dehors de ça, elle se place parfaitement. Je pense que du côté de la Visma, on savait que Marianne Vos n'était pas à 100% et on a vraiment beaucoup plus couru pour Pauline que pour Marianne Vos. Voilà, hein, ça s'est senti. C'est peut-être même ce qui a fait que Pauline est venue, parce qu'au départ, elle ne devait pas forcément faire le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Mais peut-être qu'on s'est dit, Marianne Vos n'est pas à 100%, ça va être compliqué pour elle sur ces deux épreuves-là. Il nous faut une carte pour être efficace sur ces courses-là. Pauline Ferrand-Prévot, avec ses aptitudes sur le VTT, ça peut bien le faire. On sent quand même que les pavés, c'est pas forcément là où elle est le meilleur, parce que elle avait tendance notamment à se mettre en danseuse, et sur les pavés, c'est pas efficace de se mettre en danseuse. Donc ça démontre quand même un petit manque de puissance. Mais regardez la différence de gabarit entre Lotte Kopecky et Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot, elle fait 1,65 pour 53 kg, 1,70 pour 66 kg du côté de Kopecky. C'est pas du tout le même format, c'est pas du tout le même gabarit. Pauline manque un peu de puissance. Alors elle compense par une technique, mais elle ne peut pas compenser à 100%. Ça reste quand même une très belle victoire enfin une très belle deuxième place pour Pauline Ferrand-Prévot. Deuxième podium depuis qu'elle est revenue en compétition. Enfin voilà, c'est fantastique ce qu'elle arrive quand même à réaliser tout de suite, parce que on a beau dire, mais le VTT c'est quand même pas du cyclisme sur route. Alors même si le VTT chez les filles, il y a peut-être moins de différence en termes de temps d'effort que chez les filles en cyclisme sur route par rapport aux garçons où il y a des différences plus marquées, il y avait quand même 4h24 d'effort aujourd'hui. Et pourtant, sur la première heure de course, on n'a pas forcément roulé à un tempo si dingue que ça, avec le vent de face du côté d'Oudenarde. Donc Pauline a quand même été efficace aujourd'hui par rapport au temps d'effort, par rapport à la nutrition. On sait c'est ce qui lui avait manqué, notamment au championnat du monde l'an dernier, c'était véritablement la nutrition. Et puis ensuite, elle a eu du mal dans le Paterberg. Moi j'ai eu peur après en me disant elle va faire 3 du sprint, parce que bon, Neviadoma, j'avais peu de... Pour moi, il y avait peu de surprises que Neviadoma fasse 4, parce qu'elle était même capable de faire 5 du côté du sprint. Mais je me disais, elle a quand même souffert dans le Paterberg, mais elle s'est bien refait la cerise derrière. Et puis face à Liane Lippert, elle a quand même réussi à s'en sortir. Alors pourtant, Liane Lippert, c'est vraiment une fille qui a beaucoup de punch, Liane Lippert, mais pas forcément une grosse pointe de vitesse, de manière assez surprenante. C'est une fille qui est capable de faire des gros changements de rythme, mais pas forcément de tenir la cadence sur long. Et Liane Lippert, ouais, très efficace aujourd'hui aussi, mais Pauline, elle peut être contente de ses courses. Elle peut être très content de comment elle a couru et de comment elle est revenue. Aussi dans le peloton, sans trop s'affoler et en étant quand même efficace. Avec Van Aert également, qui a fait un bon job pour la replacer. Et puis, Liane Lippert, pas grand chose à se reprocher. Liane Lippert, on a rarement vu les maillots de la Movistar autant à l'avant d'une course de pavé, que ce soit homme-fille confondu, parce que c'est vrai que depuis Van Vleuten c'était un peu compliqué. On a vu une très bonne Marlène Reusser encore. Et je pense que le passage chez Movistar lui a fait le plus grand bien à la Suissesse. Et puis Liane Lippert qui a été performante. On a vu une Liane Lippert que j'attendais à ce niveau-là, à le niveau qu'elle avait chez DSM en fait, tout simplement. Sur sa deuxième partie de saison de sa dernière année chez DSM, c'était le niveau qu'elle n'avait pas su reproduire chez Movistar. Et là, elle a réussi à faire le job. Alors, elle se fait battre au sprint, mais Pauline a été vraiment pas mauvaise au sprint. Après, elle n'a pas grand-chose à se reprocher. Liane Lippert, elle a fait le job correctement. La Movistar a plutôt bien couru également avec Kate Ferguson, la jeune britannique. Plutôt une très belle course même de la Movistar, donc bravo. Et puis Neviadoma. Alors je pense que Neviadoma, quand même, la chute sur le Het Nieuwsblad n'a pas aidé
parce que ça l'a un peu ralenti dans son programme. C'est vrai qu'elle devait faire beaucoup plus de classiques pavés et peut-être qu'elle n'était pas encore à 100% de ses capacités. Mais à partir du moment où elle est dans un groupe Niewiadoma, on sait qu'elle n'arrivera pas à gagner au sprint. Même dans un sprint à 2, elle est capable de faire 3. Ce qui est le problème de Niewiadoma sur toute sa carrière, le punch. Elle n'a jamais eu depuis de punch. Voilà. Elle n'a pas de vitesse au sprint, elle n'a pas cette capacité à changer de rythme, Niewiadoma. Et on l'a vu, même quand elle accélère dans les montées pavées, elle n'arrive pas à faire la différence. Alors même si elle a travaillé dans ce domaine-là, et on voit qu'elle a quand même progressé. Mais bon, face à Kopecky, Ferrand Prévot, Lippert, elle n'a pas la capacité de le faire. Par contre, ça va quand même être intéressant de suivre Niewiadoma sur les courses par étapes, parce que là, c'est quand même un petit peu plus sa came. Et là, ça pourrait être une fille dangereuse. Kim Lecourt, qui confirme son énorme début de saison. C'est une fille qui a vraiment passé un cap depuis le début de l'année, Kim Lecourt. De l'île Maurice, parce que la dernière fois, je m'étais trompé sur sa nationalité du côté de Kim Lecourt. J'avais dit Madagascar, voilà, alors que c'est l'île Maurice, du côté de Kim Lecourt. Mais très performante aujourd'hui. Bon, elle est dans le deuxième groupe. Quand ça a accéléré, elle n'a pas pu suivre Kim Lecourt, mais elle fait encore un bon sprint. Je crois que j'ai lu que c'est la seule dans le top 5 qui n'est pas montée sur un podium de championnat du monde. Les 3 autres sont montés sur des podiums de championnat du monde. Ça n'est pas le cas du côté de Kim Lecourt. C'est comme ça. Mais vu ses qualités, alors peut-être pas cette année avec les championnats du monde au Rwanda qui vont être très durs et qui sont plutôt pour des profils à la Pauline Ferrand-Prévot, à la Vollering, à des concurrentes comme ça. Mais je me dis que peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas quels seront les parcours des championnats du monde, mais par exemple, si elle a vu cette forme-là l'an dernier à Zurich, elle était dans le top 5 des championnats du monde. Sur des parcours punchy, elle sera dangereuse. Il faudra s'en méfier sur les Ardennaises et notamment sur l'Amstel dans 2 semaines, Kim Lecourt, parce que c'est une fille qui a totalement le profil pour être dangereuse sur ce type de course. Borghesi, pas grand chose à dire parce que je ne l'ai pas vu de la course. On a plus vu Noémie Rueg du côté de la UF que Borghesi, mais une belle 6e place. Bon, Elise Chabet, c'est un peu pareil que Pauline Ferrand-Prévot. On se dit sans la chute, qu'est-ce que ça aurait pu donner du côté de la Suissesse. Et puis Van Dijk, qui au final a été la meilleure Lidl Trek, mais la Lidl Trek n'avait pas forcément la perle rare du côté de cette formation. Puig Peters, c'est fou parce que il lui manque pas grand-chose à Puig Peters. Je pense qu'elle est trop généreuse dans l'effort. Donc c'est une fille qui doit être moins généreuse là-dedans parce qu'elle consomme beaucoup trop d'énergie. On l'a encore vu aujourd'hui à gâcher un petit peu d'énergie, mais il lui manque pas grand-chose. Il manque vraiment pas grand-chose. Je pense qu'elle a un peu du mal également sur la longueur de course. Là on voit dans les 30 dernières minutes, elle disparaît. Elle était vraiment aux avant-postes jusque dans les 30-35 dernières minutes. À partir de la 4e heure, ça a été plus compliqué pour Peters, mais qui est encore une jeune fille, une jeune concurrente. Donc elle doit encore progresser dans ce domaine-là. Marlène Reusser, performante. Voilà, la Suissesse. Van der Breggen, je ne la voyais pas à ce niveau-là. Je l'avais dit, on l'avait dit un petit peu dans les commentaires. J'avais dit, même si elle avait fait des bonnes Strade Bianche, comme Pauline Ferrand-Prévot, je ne les attendais pas à ce niveau-là sur les pavés, parce qu'elle avait quasiment pas couru sur les pavés, Van der Breggen. Elle montre que les jambes sont là et qu'elle, il faudra s'en méfier quand même à partir de la semaine, pendant 2 semaines, parce que sur les Ardennaises, elle va être dangereuse, Van der Breggen. Et puis, Anna Anderson. Noémie Rueg, c'est dommage les deux chutes parce que ça lui coûte beaucoup quand même. Hein. Je pense qu'elle avait des bonnes jambes, Noémie Rueg. Dommage, on n'a pas vu les Uno X qui avait été performante sur cette semaine. Gorgui, c'est trop pentu pour elle. Il faudra par contre faire attention à elle à Paris-Roubaix parce qu'elle est tout le temps performante à Roubaix, Gorgui. Et puis Ludwig, je trouve qu'elle stagne un peu, voire qu'elle régresse, je trouve, du côté de la Canyon SRAM. Je la trouvais meilleure avant. Marianne Vos, qui n'était pas dans le coup aujourd'hui, hein, très clairement. Elle n'avait pas les bonnes jambes. Zanetti, je m'attendais à mieux de Zanetti, du côté de la Uno X, mais on est passé à côté, voilà, du côté de la Uno X Mobility.
Je m'attendais à mieux du côté de cette formation. Et puis Paternoster aussi, elle a disparu, Paternoster. Ah, il a fini 14, ouais. Alors qu'elle était bien, mais elle a un peu souffert là aussi sur la fin de course, Paternoster. Elle a peut-être essayé, un peu comme Van Der Poel, elle a essayé de suivre au maximum les meilleurs. Et elle s'est peut-être fait un moment péter un petit peu le caisson. Voilà, du côté de Zanetti. Dommage. Voilà pour elle. Marta Cavalli aussi, loin, l'italienne. Et puis Daigert, qui a complètement explosé, hein, Daigert, parce qu'elle était plutôt bien. Et puis la fin de course, là, ça a été extrêmement dur pour Chloé Daigert, mais qui au final a fait du bon travail pour Neviadoma. Ouais, elle a complètement explosé Daigert dans les derniers secteurs pavés. Et donc Elisa Longo Borghini abandon, mais il semblerait que ça soit pas hyper grave pour elle. Bäckstedt également qui est tombé, dommage, du côté de Eleonore Bäckstedt, mais qui a un petit peu du mal quand même chez les professionnels. Schweinberger qui avait bien démarré la saison, a eu un petit peu du mal. On voit que dans l'échappée, il y en a qu'une, et c'était bien de grave. J'avais bien marqué au départ, mais il y en a qu'une qui a fini la course au final. Voilà, il n'y a que Steigenga qui a fini, toutes les autres ont abandonné. Voilà, ça a été une belle édition du côté de cette 22e édition du Tour des Flandres féminin. Et bien voilà, on a fait le tour du côté de cette épreuve féminine, du côté de cette épreuve masculine. Nous, on se retrouve demain pour le Tour du Pays Basque. À partir du mardi également, le Région Pays de la Loire Tour. Et puis dans la semaine, présentation de Paris-Roubaix, hommes et femmes, du côté du programme des courses avec des pavés. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!